7h43, après 54 jours d'audience intense, le verdict des attentats de janvier 2015 est tombé hier en fin de journée. Les peines énoncées vont de 4 ans de prison à la perpétuité contre 14 personnes, reconnues coupables d'avoir assisté plus ou moins directement les auteurs des attaques de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Bonjour Denis Salas. Bonjour. Je vous ai invité parce que vous êtes à la fois magistrat et chercheur, vous êtes président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Vous avez notamment publié La foule innocente aux éditions des Clés de Brouwer. Et justement, il s'agit tout d'abord de qualifier, de commenter ce verdict, puisqu'on va débuter par la fin. Denis Salas, que peut-on en dire ? C'est un verdict qui a approché de plus près les responsabilités individuelles des accusés qui étaient dans le box, et même un d'entre eux était libre, et qui a tenté de rechercher très très précisément à quel niveau de responsabilité chacun était dans cette nébuleuse terroriste qui a souvent été décrite au cours de ce procès. Et je trouve qu'il était important, indépendamment de la position du procureur du PNAT, qui a Parquet national le parquet national antiterroriste, qui a englobé l'ensemble des accusés dans cette nébuleuse, il était important d'entendre ce que nous ont dit les avocats de la défense, qui ont su déconstruire cette thèse et démontrer qu'un certain nombre d'entre eux étaient très 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 loin de la scène terroriste et qu'ils étaient plutôt dans le trafic d'armes ou dans le trafic de stupéfiants et qu'ils ont alimenté notamment Amédi Coulibaly dans la préparation de l'attentat. Mais alors justement, il y a un qualificatif qui est revenu. Ce qualificatif pour le verdict était celui de clément. Mais alors, ou bien les gens sont coupables, je vous vois dire non de la tête. Non, le mot de clément ne me semble pas du tout adapté. Tous ont été condamnés. Tous ont été condamnés. Simplement, ce qu'a fait la cour d'assises, c'est qu'elle a retiré de l'incrimination, pour certains d'entre eux, qui étaient loin de la scène terroriste, la qualification de terroriste. Mais des peines ont été prononcées pour un certain nombre de malfaiteurs qui, effectivement, ont contribué à alimenter l'acte terroriste lui-même, sans que forcément qu'ils étaient au courant du fait que cet attentat était pensé, préparé dans cette perspective-là. Cette absence de connaissance de la perspective de l'attentat était ignorée de certains accusés, c'est ce qu'a dit la Cour d'assises, ce qu'ont plaidé beaucoup d'avocats, et c'est pour ça qu'on a retiré cette qualification dans le verdict qui a été rendu hier. Évoquons les plaidoiries des avocats, et notamment la plaidoirie de Richard Malka, puisque dans ce type de procès, un procès hors norme, bien entendu, il s'agit de savoir ce que l'on juge. Et alors, Richard Malka, lors de sa plaidoirie, a dit que les crimes perpétrés par les terroristes, je le cite, avaient une portée politique, philosophique et métaphysique. Et il ajoutait « Cette cour n'a pas pour objet de protéger la liberté et l'altérité, mais de la même façon que vous avez organisé ce procès en 2 temps, celui des victimes et celui des accusés, il faut accepter qu'il y ait 2 procès en un. » Et c'est cela, en fait, un peu la difficulté à résoudre, Denis Salas. Il y a eu ces 2 dimensions ont été effectivement présentes dans ce procès, parce qu'il y a eu une dimension proprement classique dans un procès pénal, à savoir juger des hommes qui ont, au fond, commis ces actes-là, directement ou de manière plus lointaine. Et puis il y a eu ce qu'on a vu les 3 premières semaines en particulier, ces auditions des victimes qui ont témoigné, ou des victimes ou des proches des victimes, qui ont témoigné de ce qu'elles ont pu subir ou de ce qu'elles sont devenues depuis les faits. Ceci étant, ce que dit le verdict aussi, c'est que l'entreprise terroriste qui s'est déroulée en janvier 2015, c'est un tout. La notion juridique, pardon de faire un peu de droit, mais la notion juridique, c'est la notion de coaction. On a considéré dans ce verdict que cette entreprise, Montrouge, Hypercacher et Charlie Hebdo, c'est un plan concerté, organisé très largement par Amédi Coulibaly, ce qu'a montré la Cour d'assises, et qui a effectivement construit comme un tout cet ensemble d'attentats. Il faut rappeler pourquoi Montrouge, ou pourquoi on peut formuler un certain nombre d'hypothèses sur ce qui s'est passé à Montrouge. Je trouve que le cas de Montrouge est très intéressant. Parce que ce qu'on ne mesurait pas avant le procès, c'est précisément le sens de certains attentats. On n'a pas d'explication sur tout. On présume que Coulibaly s'est exercé, entre guillemets, pardon de le dire un peu brutalement,
avant de commettre cet acte-là, en visant Romain Dersoir, un jogger qui était là tout à fait malheureusement par hasard. Mais le crime de Montrouge, qui a frappé Clarissa Jean-Philippe, on pouvait aussi penser que c'était un crime du hasard ou d'une circonstance. Or, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'a montré le débat, ce qu'ont plaidé les avocats, c'est que Koulibaly visait l'école juive de Montrouge. Ce qui n'apparaît pas dans la décision, mais qui apparaît dans la motivation qui nous était distribuée. Et c'est parce qu'à ce moment-là, un peu comme Mera l'avait fait à Toulouse, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a eu un accident de la circulation, ou qui a fait intervenir Clarissa Jean-Philippe, qu'il a changé sa cible et qui s'est rabattu sur la policière de Montrouge. Donc le sens de la mort de Clarissa Jean-Philippe, si vous voulez, il est inscrit dans l'explication qu'on a eue dans le débat et qui nous a permis de donner effectivement là une explication beaucoup plus satisfaisante pour les victimes, pour les proches des victimes, que ce qui était présent initialement dans le dossier. Mais moi, je trouve que ça change tout. Ah oui, 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 absolument. Parce que, si vous voulez, il y a d'ailleurs dans les embarras pour nommer ce procès. Comment faut-il l'appeler? Alors bon, finalement, on a appelé ça du terme générique d'attentat de janvier 2015 pour différentes raisons, parce que la portée symbolique de frapper un journal était telle que l'on a beaucoup évoqué Charlie Hebdo et les victimes au sein de la conférence de rédaction, mais il s'inscrit aussi dans une autre lignée qui est celui des crimes antisémites en France, débuté avec Mera. Il y en a eu d'autres avant, mais il s'inscrivait dans un autre contexte, évidemment, Denis Salas. Et est-ce que, justement, on n'a pas eu plus à faire du fait de la présence de différents accusés dans le box, d'un procès, finalement, des crimes antisémites aussi parce que les frères Kouachi, bien entendu, n'étaient pas là, parce que... Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est que effectivement, le crime de Koulibaly était traçable. On a repéré toute une série de complices et de comparses qui ont permis de remonter la filière et d'identifier la nébuleuse qui tournait autour de lui. Par contre, le crime des frères Kouachi, un peu dans le cas des frères Mera, c'était une fratrie très soudée, qui était assez imperméable à toute influence extérieure. On l'a bien montré dans le procès. Donc là, l'identification de ce crime était plus difficile à démontrer. Et la deuxième chose que vous dites, c'est que effectivement, à l'extérieur du procès, vous évoquez la plaidoirie publiée dans la presse par Richard Malka, on a beaucoup plus parlé de Charlie Hebdo, parce qu'aussi il y a eu l'attentat de la rue Nicolas Appert, il y a eu aussi l'attentat contre Samuel Paty, etc. Et on a moins parlé à l'extérieur de l'attentat qui concernait... Dans le cas de Richard Malka, c'est normal, puisqu'il est l'avocat de Charlie Hebdo. Oui. Mais je veux dire, dans le procès lui-même, toutes les victimes de l'hypercachère ont témoigné et de manière substantielle, comme Zahri Siboni et comme beaucoup d'autres. Certains sont même venus des États-Unis ou d'Israël pour le faire. Donc ça avait un sens dans le procès lui-même, dans l'audience lui-même, extrêmement important. Je continue justement dans la lecture de cette plaidoirie de Richard Malka. Je ne plaide pas pour l'histoire, a-t-il dit. Je n'en ai rien à faire de l'histoire. Je veux plaider pour aujourd'hui, pas pour demain, pour les hommes d'ici et maintenant. Alors, là aussi, on sent la tension dans l'interprétation à donner de ce procès de Denis Salas. Oui, c'est-à-dire qu'il dit l'inverse après, parce qu'après, il reconnaît qu'il y a une dimension historique dans ce procès. Non, la dimension historique, elle est surtout venue de l'ensemble de ces témoignages, parce qu'il y a eu, j'avais évoqué la banalité du mal, il y a eu la présence du mal, et on l'a vu très très fortement, notamment les scènes de la tuerie de Charlie Hebdo qui ont été montrées à l'audience, et également le parcours de Koulibaly dans l'hypercachère sous la conduite de Zahri Siboni. Tout ça a été très largement montré, mais a été montré en quelque sorte pour l'exorciser, pour une sorte de catharsis, pour le redire dans le rituel judiciaire, afin d'une certaine manière de l'inscrire dans nos mémoires comme un récit que le droit, que la cour d'assises impose aux faits, et qui n'est pas un récit qui est uniquement guidé ou conduit ou montré par le tueur à travers les images qu'il a pu prendre au cours de cette affaire-là. Donc c'était important que ce récit judiciaire s'impose dans le débat, et à mon avis d'une manière à peu près égale, en tout cas dans le calendrier de l'audience qui a été présenté, entre les trois attentats, Montrouge, Hypercacher et Charlie Hebdo. Mais alors, là aussi, parce que si on inscrit cela dans les procès, le procès
précédent, je veux dire le grand procès qui avait suscité de nombreux commentaires, était celui qui portait sur les caricatures de Mahomet, la capacité ou pas de caricaturer le prophète. Mais aujourd'hui, avec cet autre procès, Denis Salas, ce que l'on voit, c'est qu'on a de manière concomitante un crime commis contre des juifs parce qu'ils étaient juifs, et ce crime commis contre la rédaction de Charlie Hebdo, mais on ne peut pas qualifier ça de crime réactionnel dans le cas des juifs, donc on ne voit pas finalement comment l'inscrire dans la première narration. Mais en tout cas, c'est peut-être notre rôle de travailler à la signification de ces crimes à tonalité antisémite, à origine antisémite, même si la cour d'assises, alors c'est la limite du droit si vous voulez, il a été demandé à la cour d'assises de qualifier un certain nombre de crimes, notamment celui de Koulibaly vis-à-vis de Zari Siboni, de tentative d'assassinat avec une perspective antisémite, si vous voulez. Et la cour d'assises n'a pas pu le faire pour des raisons purement procédurales. Moi, je trouve ça quand même très étonnant. Il faut l'expliquer aux auditeurs. Il faut l'expliquer. Le droit ne peut pas tout faire. Et en l'occurrence, j'explique, pardon de faire une minute de droit, mais vous êtes là pour ça. Je suis là pour ça. Dans un procès pénal, la cour d'assises est saisie de faits. En l'occurrence, le fait était pour Zari Siboni séquestration. Il est impossible. Mais il a été séquestré en tant que juif. Oui, mais on est bien d'accord. C'est ce qu'a plaidé Maître Corchia, si mes souvenirs sont bons. Mais la cour d'assises n'était pas saisie dans sa fonction. Elle ne peut pas inventer une incrimination qui n'était pas retenue dans un premier temps par l'instruction. Donc elle ne pouvait pas requalifier un autre fait de tentative d'assassinat avec une perspective antisémite parce qu'elle n'était pas saisie initialement par ça. Pardon de le dire, mais c'est une contrainte de la procédure qui s'imposait à la cour d'assises, qui n'a pas pu effectivement le reformuler mais dans la motivation elle-même, qui a été lue intégralement hier par le président de l'audience, cela a été dit très clairement qu'il y avait une finalité antisémite dans le crime qui a frappé, dans la tentative d'assassinat dont Zari Siboni était l'objet. Mais c'est ça en fait qui est un peu étrange, c'est que juridiquement ça n'a pas été qualifié ainsi alors que philosophiquement cela aurait pu l'être. Voilà. Et dès lors, l'un des pires crimes antisémites perpétrés dans la France de l'après-guerre n'a pas été jugé comme tel. Vous avez raison de distinguer la dimension philosophique et de la dimension juridique. C'est la limite du prisme du droit. Le droit impose un prisme à une réalité qui n'est pas forcément conforme à celle qui correspond à ce qu'on a pu remarquer, qu'on a pu voir, qu'on a pu observer. Maintenant, nous sommes libres, nous, vous et moi, d'interpréter différemment cet acte-là, de le commenter. Et la cour d'assises ne s'est pas pris, pardon de le redire, ne s'est pas pris de le faire dans sa motivation qui a été lue à l'audience. Donc elle a réinterprété l'acte lui-même dans le sens que vous indiquez. Mais alors, justement, est-ce que cela signifie que ce type de procès où l'on cherche à juger un fait avec des personnes, mais ça on en reparlera, qui peuvent être qualifiées ou bien de complices ou bien de comparses, parce que c'est ça aussi la vraie question de Denis Salas, est-ce que ça n'est pas toucher les limites du droit qui ne peuvent juger que les personnes qui sont dans les box? Oui, absolument. Et je pense qu'il faut avoir conscience que ce procès, tout avec la dimension historique qu'on lui prête, a un certain nombre de limites. On l'a vu dans d'autres procès. Le procès Barbie, à l'époque, on a pointé un certain nombre de limites. Le procès Papon aussi, etc. Il y a des limites dans ce prisme judiciaire, mais en même temps, l'ensemble du débat judiciaire qui a été déployé pendant près de 3 mois a quand même permis de montrer l'ampleur de cette campagne de terreur qui a frappé notre pays, qui était le début de cette campagne en janvier 2015, même si on ne peut pas dire que ce procès-là annonce le procès préfigure le procès du Bataclan. À mon avis, c'est plutôt le procès dont on n'a absolument pas parlé dans la presse, du Thalys, qui est le fruit effectivement de la cellule d'Abaoud qui a frappé notre pays et la Belgique en plusieurs endroits, qui est l'avant-scène du procès du Bataclan, avec la désignation d'individus opérationnels pour réaliser ce type. Expliquez-nous pourquoi, Denis Salas. Parce que on a bien identifié que à partir du moment où où l'État islamique a décidé de réaliser des opérations dites extérieures
dans notre pays et en Belgique et dans d'autres pays. Les commanditaires ont missionné des individus comme Abaoud, des opérationnels, pour guider ces attentats un peu partout dans notre pays, avec des cibles déterminées, notamment l'église de Villejuif, la première, qui a été manquée par Glam, qui a été jugée récemment, ou dans le cas du Thalys, l'acte commis par Al-Kazani. Donc, si vous voulez, il y a eu cette campagne-là, mais cette campagne-là a été postérieure aux attentats de janvier et s'est déroulée à partir d'une cellule commandée par l'État islamique. L'attentat de janvier est plutôt une articulation, une tentative d'articuler la filière d'Al-Qaïda et celle de l'État islamique à travers l'ambition qu'en avait Amélie Coulibaly. Qu'est-ce qu'on est loin de Mera où on parlait de loups solitaires? Ah oui, totalement. Parce que, en fait, on voit bien que le Totalement. terrorisme est tout autre chose que ce type de représentation de Denis Salas. On a bien vu dans ce procès l'ampleur de la préparation, des armes, des réseaux successifs qui ont permis d'alimenter en logement, en escroquerie, en voiture, en armes de toute catégorie, les individus pour les armer. Donc c'était ça l'objet de ce procès. Denis Salas, vous êtes magistrat, chercheur, vous avez publié notamment La foule innocente. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer ce verdict et ce procès des attentats de janvier 2015. Vous serez rejoint par une chroniqueuse judiciaire, elle est chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde, Pascale Robert-Diard. 8h sur France Culture, bon réveil à tous. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, la Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité contre 14 personnes reconnues coupables d'avoir assisté les auteurs des attaques de janvier 2015. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Denis Salas, magistrat chercheur, président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Vous avez notamment publié La foule innocente aux éditions des Clés de Brouwer en 2018. Et puis, nous sommes en duplex avec la journaliste Pascale Robert-Diard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse judiciaire au Monde. Vous avez donc suivi attentivement ce procès. Le Monde va publier un grand supplément sur ce procès. Pascale Robert-Diard. Oui. Le verdict est-il une surprise ? Une bonne surprise. Incontestablement une bonne surprise. C'est-à-dire que, Denis Salas l'a dit, c'est un verdict qui essaye qui découpe selon les pointillés, c'est-à-dire qu'il essaye d'être au plus juste des responsabilités de chacun, des accusés, et qu'il n'a pas cédé à la tentation de répondre par la sévérité à la peur, à la violence et à tout ce qu'on a vu pendant ce procès. Donc c'est une bonne surprise, oui. Et parmi les éléments qui apparaissent au terme de ce verdict, et c'est là où il faut être précis sur les rôles présumés de chacun, il y a en particulier 2 personnes qui ont été plus lourdement condamnées. Je parle des personnes qui étaient présentes dans les box, pas de ceux qui sont présumés morts ou absents. Je voulais évoquer notamment Ali Riza Polat et peut-être Pascale Robert-Diard, si vous pouvez nous dire... Absolument. Si vous voulez nous dire ce qu'on reproche à ces 2 individus et ce que le procès a permis d'établir. Alors, Ali Riza Polat, depuis le départ, il était considéré comme le principal accusé. D'abord, c'était le seul des accusés présents, encore une fois, qui était poursuivi pour complicité des crimes reprochés commis par Amédi Coulibaly. Donc, il avait un statut particulier, il encourait la perpétuité qu'il n'a d'ailleurs pas eue. Pour Amar Hamdani, c'est un peu plus complexe. Il est condamné à 20 ans. Je pense que il y a pour lui, comme pour un autre accusé qui s'appelle Nezar Pastor Al-Watik, il a été jugé sur la très grande proximité qu'il a entretenue avec Amédi Coulibaly. Les 3 hommes, donc Coulibaly, Al-Watik et Hamdani, appartiennent à ce que l'on a appelé la secte de la buanderie, c'est-à-dire qu'ils ont été incarcérés ensemble à Villepinte. Et ils se retrouvaient tous les jours dans cette buanderie pour plier des draps.
Mhm. Et c'est là que, notamment, ils se sont engagés dans une pratique très très radicale de l'islam, et que cette amitié a perduré à la sortie de prison. Ils sont pas sortis en même temps, mais voilà, je pense que cette proximité fait que les juges ont considéré que Ramdani ne pouvait pas avoir ignoré, évidemment, d'une part la bascule radicale de Koulibaly, et donc ses Et puis, ses projets d'attentat. et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a eu, je dirais, formulation de preuves, qu'il y ait eu donc une complicité? Qu'est-ce que l'on sait sur les actes des uns et des autres, Pascal Robert Diard? Bon, sur Ali Riza Polat, il y en a vraiment beaucoup. Il est comme le dit la décision de la Cour, il est omniprésent. Mhm. Il est vraiment, tout au long des mois qui précèdent les attentats, il est en permanence aux côtés de Koulibaly. Il est présenté, même d'ailleurs par un autre accusé, comme le lieutenant au service de son commandant. Ça revient souvent. Il est mis en cause très clairement par un autre accusé qui s'appelle Willy Prévost, et qui montre à quel point Polat est vraiment oui, voilà, au plus près de Koulibaly jusqu'au dernier moment. Mhm. Pour Ramdani, c'est beaucoup moins clair. Il est notamment accusé d'avoir convoyé des armes entre Lille et Paris, d'avoir ramené les armes qui avaient été achetées à la fameuse filière lilloise. Voilà, mais je crois qu'il paye surtout sa proximité avec Koulibaly, qui fait qu'on estime que lui ne peut pas ignorer le but terroriste de De Koulibaly. l'opération Denis Salas, qu'en pensez-vous? Oui, je crois que c'est exact. Je pense à la théorie des cercles, si vous voulez, des cercles de proximité. Ceux qui sont le plus proches de la figure de Koulibaly et de son entreprise, la fameuse secte de la buanderie dont on a beaucoup parlé, effectivement, ne pouvaient pas ignorer le projet de Koulibaly. La jurisprudence n'exige pas une connaissance précise du projet, mais exige une connaissance possible de ce projet, compte tenu du profil de l'individu que connaissaient très très bien les deux accusés dont Pascal Robert vient de parler. Donc c'est une action de malfaiteur terroriste qui est assez large dans sa construction, dans son champ d'action. On a beaucoup évoqué la personnalité d'Ali Riza Polat pendant ce procès également, Pascal Robert Diard. Qu'est-ce que ça dévoile notamment en contraste par rapport aux autres procès de personnes soupçonnées de terrorisme? C'est un personnage qui a effectivement été omniprésent, à la fois parce qu'il est très, très éruptif, il intervenait tout le temps, aux grandes dames d'ailleurs de son avocate, qui à un moment donné, exaspérée, a lancé, si ça continue comme ça, je vous laisse tomber, enfin, qui était... Bon, il se défend, d'abord il a le droit de défendre sa peau, et il savait qu'il serait lourdement condamné, il se doutait qu'il serait lourdement condamné. Donc bon, il y a une dimension psychologique propre à Polat, c'est son tempérament, c'est sa forme de violence. Après, en plus, il a été aussi omniprésent parce qu'il a été malade, et que c'est à lui que l'on doit d'avoir eu ce procès suspendu pendant plus de 3 semaines. Il était, je pense qu'il a été surtout d'une très très grande violence à l'égard de certains de ses co-accusés qui l'ont mis en cause. Il s'est comporté, donc il a donné de lui une image, je dirais, inquiétante. Et il y a eu un très beau moment, qui était le moment de la déposition, c'est souvent le cas dans les cours d'assises, le moment de la déposition de sa mère, qui est une femme remarquable, qui, à un moment donné, qui voulait très 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 bien faire pour son fils, qui voulait dire que c'était un garçon très gentil, très parfait et tout ça, et qui, à un moment donné, a quand même dû convenir que, justement, du fait de sa pratique radicale de l'islam, alors la famille est kurde alévi, et que la mère n'était pas du tout religieuse, il avait insulté sa mère et l'avait traitée de mécréante. Et ça aussi, ça contribuait au portrait du personnage. Denis Salas. Il y a aussi chez cet accusé une dimension que l'expert psychiatre n'a pas relevée,
mais qui me semblait tout à fait évident dans le procès de conduite perverse. Si vous voulez, il a voulu se mettre à toutes les places, à la place des juges, des procureurs, jugeant les autres accusés, les insultant par moments, mettant en cause telle ou telle déposition. Ces débordements ne sont pas simplement le fruit d'un tempérament volcanique, c'est aussi une volonté de pervertir le sens du procès, qui est allé jusqu'à... C'était assez frappant de le voir, par exemple, si vous voulez, avoir son dossier en main et commenter son dossier, notamment la téléphonie, à la place de son avocat qui a perdu toute distance à ce moment-là vis-à-vis de lui. Et le deuxième élément qui me semble aller dans ce sens-là, c'est pendant le Covid-19. Effectivement, il était malade, effectivement, et il a fallu interrompre le procès, mais en même temps, il a simulé à certains moments la permanence des symptômes. Il a fallu toute la patience de la cour d'assises pour travailler avec les experts médicaux, les infectiologues, pour relever effectivement cette part de la manipulation dont il voulait embarquer toute la cour d'assises jusqu'à effectivement faire chavirer en quelque sorte le navire en pleine tempête. Alors justement, pour parler de la stratégie des avocats, des personnes présumées coupables, comment ont-ils agi, Pascal Robert-Diard ? Si je peux me permettre, juste avant, je voudrais juste évoquer, en écho à ce que vient de dire Denis Salas, la suspension et la réaction justement des avocats. Je crois que, parce qu'on l'a oublié, c'est évidemment derrière nous, le verdict écrase tout, mais il y a eu un moment qui a contribué. On a utilisé beaucoup trop cet adjectif d'historique, mais pour moi, il y a eu un très très beau moment, qui a été le moment de cette unanimité des robes noires quand elles se sont opposées à la possibilité de faire comparaître le fameux Ali Riza Polat en visioconférence depuis sa cellule, comme l'ordonnance. Oui, c'est important, il faut rappeler le contexte. Voilà. Je pense que c'est un moment qui a été important parce qu'il a été beau. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce procès est suspendu, que ce procès est quand même, il est filmé, c'est un moment important, qu'il y a une grosse pression sur lui, que j'imagine à la chancellerie, on s'inquiète beaucoup de cette suspension. Quand va-t-il reprendre ? Et donc on coud sur mesure une ordonnance qui permet, en matière criminelle, de faire comparaître un accusé alors qu'il a été déclaré malade et donc que son état n'est pas compatible avec sa présence, de le faire comparaître depuis sa cellule en visioconférence. Et il se passe qu'on a une unanimité de tous les avocats. C'est quand même très beau que ce soit donc les avocats des parties civiles et de la défense pour s'opposer à cette mesure qui aurait entaché le procès, la justesse du procès, le caractère historique de ce procès. Ça a été un très beau moment. Voilà, je voulais juste refaire ce rappel. Denis Salas. Moment effectivement important, parce qu'il aurait été facile pour la cour d'assises de couper court à ce procès en allant directement vers la visioconférence. Mais je pense que ce qui est joué à partir de l'opposition des avocats de la défense, qui n'était pas unanime sur les modalités de cette opposition, parce que certains voulaient refuser complètement la visioconférence, d'autres voulaient plutôt attendre les résultats de la décision du Conseil d'État et temporiser. Mais je crois que c'est important que, indépendamment de la volonté de l'exécutif d'imposer ce circuit à la cour d'assises, qu'il y ait un débat judiciaire et qui a permis de déplier en quelque sorte toutes les positions autour de cette question-là et d'ouvrir un espace décisionnel qui a permis de prendre du temps pour que, effectivement, l'amélioration de l'état de santé de l'accusé, ces manipulations qui devenaient de plus en plus évidentes, puissent être mises à jour et permettre à la cour d'assises de s'imposer par rapport à ce qui pouvait être envisagé de ce côté-là. Donc c'est resté, malgré cela, une œuvre commune des juges et des avocats dans la construction de l'audience et non pas le jouet d'une influence extérieure. Et alors sur les stratégies des avocats, Pascal Robert-Diard ? Alors déjà, ce qui est important de dire, c'est que, comme souvent, à l'exception peut-être d'un des accusés qui était d'ailleurs Amar Hamdani, qui avait Christian Saint-Palais, qui était un avocat pénaliste déjà capé, la plupart des accusés étaient défendus par des avocats plutôt
plutôt jeunes. C'est donc parce que effectivement souvent en matière terroriste ce sont des jeunes secrétaires de la conférence des avocats qui ont gagné ce concours d'éloquence qui prennent en charge ces accusés. Ils ont été, je trouve, remarquables parce que ils ont défendu, ils se sont attachés aux principes. Ils ont vécu un moment qui a été difficile, puisque finalement, pendant presque 3 semaines, pendant toute la première partie du procès, qui est la partie qui évidemment nous aura tous le plus marqué, ils ne sont pas intervenus. Ils ont assisté, comme leurs clients, aux dépositions. Et puis petit à petit, on les a vus intervenir dans le débat, soulever les failles du dossier, pointer les manques, etc. Et non, ils ont fait un beau travail de défense, c'est-à-dire qu'ils ont rempli magnifiquement leur métier, quoi, qui est de défendre tout homme. Avec quel type d'arguments ? Alors, avec les arguments qui sont classiques en matière de terrorisme, c'est-à-dire que l'association de malfaiteurs terroristes est quand même toujours très contestée dans la mesure où on considère que c'est une incrimination qui est très large, qui permet de tirer des filets et de ramener beaucoup de poissons dedans. Ils ont surtout pointé le risque de cette non-différenciation entre les accusés, avec l'idée que dans un procès qui avait autant, enfin dans des attentats qui avaient autant bouleversé l'opinion, on attendrait de la Cour qu'elle prononce des peines sévères. C'est d'ailleurs ce qu'avaient dit les avocats généraux en disant le monde vous regarde. Et c'était évidemment le risque, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas individuellement le cas et la responsabilité de chaque accusé. Donc ils ont beaucoup pointé ça. Denis Salas. Ils ont fait vraiment un travail de contre-enquête, quoi. Oui, tout à fait. C'est aussi l'effacement de ce qu'on appelait, d'un point de vue politique et historique, la défense de la cause, c'est-à-dire la défense politique. On n'a pas eu du tout ça dans ce procès, sauf le cas de Coutempère, voilà, qui a tenté de perpétuer cette tradition de la défense de rupture héritée de Jacques Vergès, d'une manière assez pâle d'ailleurs. Mais le plus souvent, la défense la plus efficace, ça a été la défense sur le dossier, sur ses fragilités, et la critique argumentée de la construction imaginaire, en tout cas présentée comme telle, du procureur, des procureurs, notamment sur la fameuse branche belgo-ardennaise, où la responsabilité par capillarité, pourrait-on dire, de ces accusés pouvait se répandre de l'un à l'autre. Et là, c'était extrêmement intéressant de voir que la défense a pu argumenter une une responsabilité infiniment plus individualisée sur les faits, qui a permis non pas de les innocenter, mais de les responsabiliser à leur juste responsabilité. Simplement, ce qui était intéressant, notamment, Pascal Robezard aime bien les moments d'audience, et il y a eu un moment très intéressant. C'est pour l'un d'entre eux, Michel Catineau, un aficionado du jeu, etc. Et le parquet a demandé 15 ans d'emprisonnement avec une association de malfaiteurs terroristes. Et à ce moment-là, il y a eu dans la salle où nous étions un frisson de désapprobation, comme si le cœur que représente dans une tragédie antique le public faisait parvenir au juge une sorte de protestation muette par rapport à cet excès de punition, en tout cas vécu comme tel, que le public avait ressenti. Il a été condamné à 5 ans. Et la Cour l'a entendu. Il a été condamné à 5 ans en lui retirant Absolument. la qualification infamante de terrorisme pour lui et comme pour les autres de cette branche, c'était tout à fait intéressant de voir que ce message-là a été entendu et restitué dans la motivation. Mais alors, je vais utiliser un langage qui n'est pas du tout juridique, Pascal Robert-Diard, mais l'une des conséquences possibles à la fois de ce réquisitoire très dur contre Catineau, 15 ans, et le verdict qui, malgré tout, reste conséquent, puisqu'il a écopé de 5 ans, c'est probablement la volonté d'assécher les fournitures d'armes aux terroristes, et semble-t-il, celles-ci ont été considérablement atténuées, c'est-à-dire que tous ces criminels qui vendaient des armes sans trop regarder à qui ils les vendaient, aujourd'hui, ils réfléchiraient à 2 fois. On peut l'espérer. Ça peut être, c'est intéressant comme question, ça, parce que
Je pense qu'effectivement, la démonstration qui a quand même été minutieuse de toutes ces complicités, c'est-à-dire que c'est pas rien, sans compter, sans même aller jusqu'à aller acheter des kalachnikovs, ça n'est pas rien, ça n'est pas anodin d'aller acheter des bonnets, des tasers, des gilets de sécurité, etc., pour quelqu'un qui va commettre un acte terroriste. C'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer quand même, c'est que cette loi de la cité qui a été très bien racontée par un des accusés, Willy Prévost, et la pression qu'elle exerce, qui est exercée par les caïds, Mehdi Koulibaly était d'abord ça, on va peut-être y réfléchir demain à deux fois avant de fournir des armes et des voitures et retirer des traceurs sous des motos quand c'est demandé. Ça, je pense que oui, ça joue, c'est certain. Et alors, moi, il y a un personnage, Pascal Robert-Diard, qui m'a intrigué dans ce procès. Alors lui, il n'était pas accusé, il était témoin. Je crois que vous voyez de qui je veux parler. Je veux parler de Claude Armand. C'est un trafiquant d'armes, classé à l'extrême droite. Mais alors, pourquoi n'était-il pas accusé, lui ? Alors, Claude Armand, en deux mots, c'est donc celui qui a reconnu. On sait que les armes viennent de chez lui, donc c'est pour ça qu'effectivement, ça c'est un des points qui a été tout le temps pointé par la défense et très 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 légitimement. C'est lui qui a vendu les armes. C'est quand même incroyable. Il a vendu ça passe par tout un tas d'intermédiaires. Il a vendu des armes. Il ne sait pas au final à qui il les a vendues. Et donc il a été condamné avec son principal associé qui s'appelle le Samir Ladjali. Il a été condamné. Il a été donc jugé dans une procédure parallèle et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille et il a été condamné, alors je ne sais plus entre la première instance et l'appel, mais je crois que c'est 7 ans, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc effectivement, quand arrive le procès des attentats, il a été déjà condamné, donc il n'est pas poursuivi dans cette procédure des attentats, et il se trouve qu'entre-temps il est sorti de prison, donc il comparaît libre. Et ce qui est vrai, c'est que on avait l'impression très dérangeante de voir cet homme, en plus très faraud, enfin très assez insupportable, je dirais presque dans le contexte de ces attentats, déposé librement à la barre, alors qu'on avait par ailleurs dans le box ces accusés de la filière belgo-ardennaise dont on ne voyait pas trop quelles étaient les preuves de leur responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui, quand on rentrait dans le procès, on en comprenait la logique, mais je pense que c'est quelque chose que l'opinion a du mal à comprendre, parce que ça entache, là, pour le coup, la lisibilité, disons, de l'histoire. Et alors, je vais continuer sur cet étrange personnage, Claude Armand. Il est indicateur de police. Oui. Et on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas eu une énorme faille, puisque donc finalement, ça signifie que les armes qui ont servi à perpétrer ces crimes sont passées devant le nez des policiers sans qu'ils comprennent à quoi elles allaient servir. Alors, une des hypothèses, c'est qu'il a vendu les armes, donc d'une part, il a fait son trafic, et ensuite, il aurait alerté ses interlocuteurs à la gendarmerie, puisque lors d'un des voyages qui convoyait les armes, il y a eu, à l'arrivée au péage, un barrage de gendarmerie. Et, sauf que les trafiquants sont bien organisés, ils ont plusieurs voitures, une voiture de tête, des voitures suiveuses, et les premiers qui ont vu le barrage ont prévenu la voiture suiveuse qu'il y avait un barrage, et la voiture suiveuse s'est arrêtée et a jeté le sac d'armes quelque part, où elle est sortie, enfin bon, bref, elle a jeté le sac d'armes, donc quand ils sont passés, il n'y avait plus d'armes. Donc on peut penser qu'Armand a joué effectivement sur les deux tableaux. Mais en tout cas, les armes sont arrivées à Paris. Au terme de ce verdict, Denis Salas, qu'est-ce que l'on a compris sur ces attentats de janvier 2015 ? Qu'est-ce que ce procès a permis d'établir ? Ça a permis d'établir l'ampleur du plan concerté de cet attentat coordonné par Koulibaly entre 7, 8 et 9 janvier 2015, d'une part. Deuxièmement, ce procès, ces audiences ont montré l'importance de la notion de partie civile qui a littéralement explosé au cours de ce procès, qui n'était plus du tout une quémandeuse d'indemnité, mais qui était
un vecteur de Ah oui. témoignage. Mhm. Et ça, c'est très important dans les tueries de masse. Et Très ce important. procès lui-même en est l'exemple. On n'est plus du tout dans une configuration classique de partie civile. On est dans une revendication de témoignage, dans une demande de vérité aussi et de reconnaissance qui a été extrêmement forte au cours de ce procès. Et puis l'autre chose que je retiens, c'est l'indépendance des juges qui ont jugé en notre nom, en toute sérénité, indépendamment de la pression considérable qu'il y avait autour de ce procès en 2015 et en 2020, puisque comme vous l'avez vu, effectivement, d'autres attentats ont été commis pendant l'audience, et il fallait aussi tenir par rapport à cette pression de sévérité qui pouvait être exigée. Et puis, je dirais aussi la sagesse de beaucoup de victimes et de proches de victimes qui n'ont pas demandé vengeance à aucun moment, qui ont demandé au contraire justice. Et je crois que le message qui leur a été rendu, ce message de condamnation raisonnable et modérée et en même temps justifiée, leur a rendu raison. Même question, Pascal Robert-Diard, qu'est-ce que vous allez retenir en matière de conclusion à ce procès? Je vais retenir, je vais partir. Enfin, je pense qu'on va tous emporter des tas d'images et notamment, évidemment, des dépositions. Je pense que ce que dit Denis Salas, c'est très très juste sur la place de la victime. C'est-à-dire que d'abord, on a eu des gens qui refusaient le mot de victime. C'était quelque chose d'absolument magnifique d'entendre Simon Fieschi, qui est très grièvement blessé par la tuerie à Charlie Hebdo et qui dit voilà, je suis un témoin, je ne suis pas une victime, je ne veux pas être enfermé dans ce mot. C'est aussi d'ailleurs ce que dit Laurent Sourisseau-Ris. J'ai envie de retenir peut-être aussi une image qui a été le moment où tout le monde a ri. Et parce que ça a été quand même un très très beau moment, c'est-à-dire je pense qu'on n'en pouvait plus les uns et les autres, et c'était à la demande des parents de Charb, quand des dessins de Charb ont été diffusés sur le grand écran, des caricatures, il y en a eu beaucoup, et ils avaient été sélectionnés par Marie Cabrette, et le rire a commencé à échapper comme ça, parce que ces caricatures étaient formidables, et à gagner la salle, et à gagner le box. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu des accusés rire devant les caricatures, devant des dessins de Charlie Hebdo. Et ça, c'était... Pour moi, ça reste un moment... Ça reste le vrai beau moment de ce procès. Il n'y en a pas eu beaucoup. Pascal Robert-Diard, on retrouve le récit de ce procès que vous avez fait pour le journal Le Monde. Denis Salas, La foule innocente, c'est votre livre aux éditions des Clés de Brouvert.